Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour tout de suite entamer notre partie débat qui touche la réforme de l'éducation en Égypte. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Mohamed Nasr, professeur de génie nucléaire. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Tout d'abord, on voudrait définir l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation ? C'est une question très intéressante parce que savoir qu'est-ce que c'est l'éducation. L'éducation, en fait, moi je peux appeler le processus d'apprendre aux créatures de faire face aux besoins de la vie et de la continuation de la vie. Pour cela, on voit que l'éducation existe pas seulement pour les êtres humains, mais tous les animaux font de l'éducation. L'éducation des enfants jusqu'à grandir. Mais quelle est la différence entre l'éducation pour les êtres humains et pour les autres créatures, tous les animaux? On voit que le besoin de l'homme, il est toujours évolutif. Il y a une évolution continue dans le besoin de l'homme. Pour cela, l'éducation doit être un processus évolutif tout le temps. On voit un exemple, par exemple, pour apprendre à faire du transport. Avant, il faut apprendre à monter au cheval, mais maintenant, il faut apprendre à conduire un avion, en voiture. Mais est-ce qu'on va éduquer? Avant, il fallait éduquer tout le monde à apprendre le cheval. Mais maintenant, est-ce qu'il faut éduquer tout le monde à apprendre à conduire l'avion? Ce n'est pas possible. Pour cela, on voit qu'il y a une grande différence aussi qui existe, c'est la spécialisation. C'est-à-dire, maintenant, elle est devenue un sectarisme dans le processus éducatif. Et cela demande qu'il faut avoir une coopération. Et il y a le boulanger qui fait le pain, il fait le pain pour des milliers de personnes qui font autre chose pour lui aussi. Il y a des menuisiers qui lui fait quelque chose, il y a des couturiers qui lui fait quelque chose. Donc, une différence importante, c'est de sectariser le domaine d'éducation. Ce sectarisme monte jusqu'à devenir un sectarisme des nations. Il y a maintenant, par exemple, pour fabriquer des avions de ce type, il y a des pays qui sont spécialisés pour cela, il y a d'autres qui sont des pays utilisateurs. Il y a des pays qui sont producteurs de certains produits, il y a d'autres qui sont consommateurs. Alors, l'éducation pour l'homme, maintenant, est devenue deux choses importantes. D'abord, il faut qu'il soit très évolutif, surtout maintenant avec l'évolution très rapide de la technologie. Deuxièmement, il faut être très spécialisé et très sectarisé. Sectarisé, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça en éducation? Oui, on applique, nous sommes obligés d'appliquer ça. Oui, comment? Non, mais je vous demande comment. C'est-à-dire la spécialisation, de faire des spécialités. Vous parlez là de l'enseignement technique? L'enseignement dans toutes sortes d'enseignements. Il y a d'enseignement de devenir avocat, par exemple, de devenir un écrivain, de devenir un dessinateur. Tout ça, c'est l'éducation. Mais c'est sectarisé. Elle est sectarisée, mais il faut aller en profondeur dans ce sectarisme, c'est-à-dire qu'il faut approfondir la spécialisation. Et peut-être commencer depuis un âge plus jeune? Ah, voilà. Maintenant, est-ce que ça suffit d'apprendre, tout le monde d'apprendre des techniques, quelles que soient les techniques? Non, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a d'autres parties aussi. C'est le développement des capacités humaines. Alors, pour les enfants, il y a deux secteurs de l'éducation. Il y a le secteur qui donne de connaissances acquises, mais il y a d'autres secteurs aussi. C'est le secteur de construire l'homme soi-même. Par exemple, la chose qu'on voit, c'est la santé. Il faut construire la santé de l'homme. Il faut apprendre à construire son santé. Il faut construire son moral. Il faut avoir un bon moral. Il faut construire son culture. Il faut avoir de culture, de connaissances diverses. Il faut développer sa connaissance de coopérer avec les autres, de contacter, de communiquer. Donc, il n'est pas seulement l'éducation, c'est la connaissance.
Mais il y a un autre secteur de l'éducation, c'est le développement de l'homme soi-même. Mais ça, c'est le projet qu'adopte le président Abdel Fattah al-Sisi, la construction de citoyens égyptiens. Voilà, c'est Mais deux ailes. ça demande beaucoup quand même. Parce que pour le faire, nous avons la société, nous avons la maison et nous avons l'école. Vous avez aussi le monde autour de vous. Bien sûr, mais je veux dire, partant de notre milieu, au moins, il est confronté à ces trois milieux. Et à vrai dire, la société, elle n'aide pas tellement au développement de l'enfant en Égypte. C'est-à-dire, elle devrait avoir un rôle un peu plus actif. Maintenant, le ministère de l'Éducation, il adopte une grande réforme. Il a changé des programmes, il a formé des enseignants. Mais à la fin, l'enfant, il passe quelques heures seulement à l'école, mais la majorité de son temps, il la passe à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire dans la rue, avec la société égyptienne. Et vous avez aussi les médias égyptiens qui influencent beaucoup la personnalité de l'enfant. Effectivement. Vous voyez, je dois arrêter un peu pour dire deux choses. La première chose, on peut dire que la construction de l'homme passe par deux ailes. L'aile de connaissance, c'est l'éducation, mais il y a l'autre aile aussi, c'est la construction de l'homme soi-même, soit la santé. Nous avons deux projets dans le pays. Le projet de 100 millions de santé, c'est la partie qui c'est un secteur de l'autre aile, parce qu'il y a aussi la partie culturelle, la partie ça, mais il y a la partie éducation. En ce concernant la partie éducation, vous avez les plans stratégiques jusqu'à 2030. Et le lycée blanc est presque 130 pages. Et vous avez aussi un plan stratégique pour l'éducation universitaire, la recherche scientifique. Vous avez pas mal de plans actuels. Mais je dois dire une chose importante. En Égypte, particulièrement en Égypte, l'éducation en Égypte et la construction de l'homme, c'est une partie intégrante de la culture égyptienne profonde, depuis l'histoire, pas maintenant. C'est une partie très ancienne. Vous avez dans notre pays, dans les gens pauvres, il y avait les paysans qui vendent son terrain. Et vous savez, la valeur du terrain pour éduquer son enfant. Nous avons l'université Al-Azhar, par exemple, ça fait 1000 ans. Mais l'éducation existait chez les pharaoniques. Et ça continue l'éducation en Égypte pour être une éducation de très haut niveau. Et il y a eu pas mal d'époques, je peux dire, qui étaient de bonnes inspirations. Par exemple, on peut parler sur Mohammed, dans l'époque récente. On peut parler sur Mohammed Ali, on peut parler Ali Mubarak, on peut parler Taha Hussein. Il y a des périodes où il y avait, j'appelle, une étape en avant pour le développement de l'éducation. Mais je vous donne un exemple que j'ai vécu moi-même. Ce n'était pas raconté pour moi ni dit ça, c'est moi-même que j'ai vécu. Dans l'école primaire. Dans l'école primaire, à mon époque, il y avait deux choses. Il y avait l'école primaire, mais il y avait à côté de l'école un bâtiment qui était le même volume de le bâtiment de l'école soi-même. Cet bâtiment, on apprenait des choses. Nous étions des enfants, je parle des enfants à l'école primaire. On apprenait à faire, moi j'ai appris à faire des tissages lorsque j'avais 6 ans. J'ai appris à faire des tapis, j'ai appris à faire de l'agriculture, de faire des sculptures, des choses comme ça dans ces bâtiments. Et donc l'éducation en Égypte, elle était vraiment une éducation, on appelait ça al-tarbiya wa ta'lim, ça veut dire ce n'est pas seulement éducation, mais c'est aussi pas seulement éducation de connaissances. L'éducation et l'enseignement. Et l'enseignement. On va revenir à ce point très important que vous avez soulevé concernant les activités. Mais nous avons en ligne Dr Menna Aref, qui est cadre universitaire. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bon, docteur Menna, on parle actuellement avec mon cher invité de la réforme de l'éducation, de l'enseignement général et de l'enseignement supérieur en Égypte. Comment est-ce que vous évaluez cette réforme? Je vois que c'est intéressant de faire ce développement dans la réforme éducative.
Je vois qu'il y a plusieurs dimensions qui pourront être intéressantes au niveau d'enseignement supérieur. Par exemple, je vois actuellement qu'il y a par exemple des programmes d'enseignement en commun entre différentes universités au niveau local et il y a aussi le partenariat entre des universités et avec des universités internationales et ça aussi encourage les échanges culturels et les échanges d'expertise. Actuellement aussi la manière d'éducation est différente dans les universités. On voit que les cours sont de plus en plus participatifs, qui encouragent les étudiants à participer, de faire des projets, de traiter des exemples réels. Cela aide beaucoup les étudiants à mettre en pratique les connaissances acquises pendant leur parcours académique. Il y a aussi la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication, aussi bien au titre de discipline d'enseignement que d'outils pédagogiques. Cette maîtrise n'est pas seulement au niveau technique, mais aussi au niveau fonctionnel, c'est-à-dire au niveau organisationnel. On donne à nos étudiants des informations et des connaissances sur la gestion des technologies, aux dimensions de culture d'entreprise, aux dimensions stratégiques, structure organisationnelle et aussi au niveau des processus d'affaires. Il y a un point aussi intéressant qu'on pourrait aussi recommander, c'est qu'il faut aussi encourager les collaborations entre les écoles et les universités et aussi avec les industries et les entreprises. Par exemple, des interventions des experts qui arrivent du terrain professionnel, l'offre toujours des stages pour les étudiants pour faciliter leur insertion professionnelle et aussi impliquer les étudiants au projet réel pour mettre en pratique les théories et les connaissances acquises pendant leur parcours. Ça sera aussi vraiment intéressant. Bon, docteur, maintenant, à votre avis, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas encore assez avancés dans le domaine de la recherche scientifique? Parce qu'en fait, la recherche scientifique, il faut avoir des professeurs de qualité qui font un suivi de manière régulière avec les étudiants pour bien apprendre la méthodologie de la recherche. Et ça, c'est important. Et aussi savoir comment définir une problématique, comment traiter les problématiques. Cette science de recherche, il faut bien le maîtriser et il faut que les professeurs soient bien au niveau d'offrir cette manière de recherche aux étudiants. Et aussi comment ils présentent les résultats de leur recherche. Donc il y a vraiment, c'est comme une matière qu'il faut qu'on soit bien maîtrisé par les professeurs pour bien donner aux étudiants et les encourager pour la recherche. Il faut que les universités encouragent les enseignants de faire des recherches scientifiques et d'impliquer aussi des étudiants au niveau supérieur. Au niveau d'enseignement supérieur, par exemple, 4e année, de leur impliquer dans ces projets de publication. Cela aussi va améliorer le niveau de la recherche scientifique en Égypte. Et aussi, il faut bien encourager les étudiants à lire. Parce que c'est la lecture qui vont leur ouvrir leur esprit, de réflexion, de recherche, voir la revue de littérature, comment analyser ces opinions des auteurs et faire des synthèses et comment ils peuvent, avec nos terrains de visite, avec nos expériences, peuvent contribuer à la recherche scientifique. Docteur Menna Aref, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et donc je poursuis avec docteur Mohamed Nasr. Comme on disait tout à l'heure, les travaux manuels et le bricolage étaient effectivement assez importants. Dans notre éducation. Quand vous avez été à l'école, ces choses ont un petit peu disparu aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause du nombre des élèves et de la surcharge des classes, par exemple?
Avant de venir au sujet des problèmes, j'aimerais bien commenter un petit peu. Vous savez, l'éducation, il faut qu'elle soit une affaire d'État. Parce que, comme on dit, l'objectif de l'éducation, c'est de faire face aux besoins de la vie. Le besoin de la vie dans le monde actuel est devenu un besoin sectarisé. Alors, je ne peux pas avoir 10 millions de boulangers en Égypte. Et je ne peux pas avoir 10 millions de médecins. Il faut avoir médecins, des journalistes, des boulangers, des menuisiers, tous les métiers. Alors, oui, mais qui gère cela? Il faut l'État, c'est une affaire d'État. C'est-à-dire? L'État, il faut qu'il gère combien de médecins j'ai cette année, combien d'ingénieurs, combien... C'est la première chose. Deuxièmement, je veux dire une chose, je vous signale une chose, qu'il faut entendre que l'Égyptien, par l'éducation égyptienne, on sortait à l'étranger. On était toujours les premiers dans le monde. Je dis, dans l'université mondiale, on sort, et je vous citer des exemples d'une université américaine où 5 Égyptiens là-bas, la première, deuxième, troisième et cinquième sont égyptiens. Parce que nous avions une bonne éducation. Bon. Il est apparu qu'il y a une augmentation. Maintenant, je viens au problème. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Nous sommes arrivés à cette situation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'augmentation de population sans avoir un revenu pour faire face à ce besoin. Ce qui a fait que l'Égyptien est parti de son territoire. L'émigration pour l'Égyptien, c'était quelque chose d'étrange. Avant, émigrer, c'était quelque chose qui ne vient pas. L'attachement aux terres, c'était quelque chose de très important pour l'Égyptien. Mais on a vu qu'énormément d'Égyptiens sont partis. Et là, je cite un proverbe français qui dit que l'information des vers ne connaissait pas les sciences, comme la pierre des vers ne connaissait pas un bâtiment. Si vous avez le meilleur morceau de pierre mais dispersé, est-ce que ça signifie un bâtiment? Non. Est-ce que vous avez des petits morceaux d'outillage? Est-ce que c'est fait en machine? C'est la même chose. Lorsque j'ai millions de personnes, les plus grands savants du monde, mais chacun dans une spécialité, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Donc vous parlez là de la complémentarité. De la complémentarité de la science. Nous avons eu un problème de non-complémentarité dans les domaines techniques en général. Moi, je voulais faire, par exemple, une voiture, il faut que telle spécialité, ramasser tout ça, complément, et faire face à ça. Mais malheureusement, nous avons envoyé beaucoup de monde à l'étranger. Chacun retourne avec une connaissance selon les pays dans lesquels il est éduqué. Mais il n'y avait pas un ensemble qui fait que tous ces gens-là soient comme ils aident l'un de l'autre. Et très souvent aussi, ils apprennent quelque chose à l'étranger qu'ils n'appliquent pas et n'arrivent pas à appliquer en Égypte. Ils n'arrivent pas à appliquer parce qu'il est basé sur des éléments outils inexistants ici. Il y a des outils qui sont existants à l'étranger, qui n'existent pas ici. Oui. Et ça fait un grand handicap qui fait que par la suite, il reste un petit peu. Il y a eu aussi les besoins de la vie. La vie est devenue très chère. Beaucoup de monde sont partis à travailler aux pays arabes pour gagner un peu d'argent et il a laissé complètement toute son science. Ça, c'était vraiment un grand handicap qui a fait qu'on est arrivé à cette situation dans laquelle nous sommes. Mais si vous regardez dans les années 40, 50, 60, vous aviez une démarche qu'il fallait qu'elle aboutisse à quelque chose. Mais malheureusement, elle n'a pas abouti par ce fait que l'augmentation de la population, l'émigration, les fuites de cerveau, tout ça, il a fait que, en espérant que ça peut changer. Bon, pour faire un bon plan de l'éducation dans un pays, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire un bon plan stratégique? Oui. Comme on dit, l'éducation, elle est une affaire d'État. Donc, il faut définir son besoin, définir les besoins du pays complètement et faire le planning
ou le plan qui satisfait ce besoin. Je parle sur... je vais entrer maintenant directement sur cette planning qui existe actuellement. Et ce planning, il doit être fait en fonction du marché de travail? Du marché de travail, des besoins des pays. Il y a un planning jusqu'à 2030. Oui. Donc c'est un long terme à peu près. Oui. C'est pas un long terme pour un pays. Pour les pays, c'est un court terme. Mais pour les générations actuelles, c'est un long terme. Et elle est axée sur 4 points qui, moi, je considère qu'ils sont pas mal. Je crois que le docteur, il a bien expliqué, mais je cite qu'il est basé sur 4 points. Les 4 points, c'est la réforme de l'éducation primaire. Ça, c'est très important. L'éducation en primaire, vous savez, elle est très importante. Bien sûr. Parce que c'est là qu'on construit l'autre aile de l'éducation, c'est le caractère. La réforme de l'éducation primaire, après la réforme de le bac, qui était secondaire. Un classe secondaire, c'est l'école secondaire, parce que ça, c'était un casse-tête de la famille égyptienne pendant très longtemps. Et le système, vous parlez du système même du baccalauréat. Du baccalauréat. Le système soi-même, il a changé. Maintenant, il y a un système qui est basé sur 3 ans. L'accumulation. L'accumulation et faire 12 examens pendant 3 ans. Mais ça a été annulé, ça y est. C'est-à-dire qu'il garde le même système de l'évaluation, mais ce n'est plus accumulatif. Ce n'est plus accumulatif. Ce n'est plus accumulatif. Moi, j'ai oublié le planning qui était accumulatif. 12 examens. Mais ce ne l'est plus maintenant. Ce n'est plus. Jusqu'à ce qu'il y ait un décret ou un changement de loi du Parlement certifiant que ça sera accumulatif. C'est-à-dire les enfants qui ont été en première secondaire l'année dernière, leurs notes ne comptent pas pour passer en deuxième secondaire. Et ceux qui seront en deuxième secondaire cette année, leurs notes ne vont pas compter pour... si, elles vont compter pour être promues quand même en troisième secondaire. Mais elles ne seront pas accumulées, ne seront pas calculées avec l'année prochaine. Le système est en train de s'ajuster, c'est-à-dire c'est un nouveau système. Il ne peut pas quand même... Il ne peut pas changer tout d'un coup, mais... Non, il ne peut pas. Mais vous voyez, le problème de bac avant, c'est que les enfants en première année, ils jouent deuxième année, ils viennent troisième année, ils se concentrent, ils font des problèmes familiaux horribles parce que celui qui a bac cette année, c'est un... C'est tout à fait compréhensible que ce système soit un système beaucoup plus flexible et surtout beaucoup plus réconfortant pour les élèves du secondaire. Les élèves et la famille aussi. Oui, mais vous avez tout le temps les parents et les élèves qui s'opposent au changement. C'est-à-dire les parents et les élèves n'étaient pas contents avec ce système, alors que c'est vraiment en faveur de leur apprentissage. Comme vous dites, on ne juge pas un cycle secondaire par un seul examen, mais on donne tout un panorama d'examens pour évaluer toutes les compétences des élèves. Malheureusement. Je crois que cette réforme n'était pas mal. Non, elle l'est toujours. On garde toujours le même système d'évaluation avec les tablettes, avec 4 examens par matière. Ce sont des techniques d'éducation. Voilà. Je parle sur la philosophie d'éducation. Pour le moment, ce ne sera pas accumulatif. Pour le moment. Et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle l'école japonaise. Oui. Et là, je regrette de lire parce que tout ce qu'il y a de caractères très avantageux pour ces écoles, et il ne faut pas oublier que les Japon, il y a 2 siècles seulement, sont venus pour apprendre l'expérience égyptienne. Et je peux dire que tout ce qu'il y a de critères dans ces écoles, moi je l'ai vécu. Moi-même, autre personne, moi-même je l'ai vécu en tant qu'enfant. Parce que la base, c'est c'est la citoyenneté, c'est le leadership, c'est l'hygiène, c'est la santé. Tout ça, nous avons eu lorsqu'on est dans notre éducation des années 40, 50. Mais docteur Mohamed, moi je vous dirais, ça c'est important, ces éléments sont importants d'être à l'école. Mais où est le rôle de la maison? Où est le rôle des parents dans tout ça? C'est-à-dire que les parents, ils doivent savoir qu'ils ont une responsabilité dans l'éducation de leurs enfants aussi. Effectivement, mais n'oublie pas que les parents étaient éduqués, normalement,
il faut que les parents aussi soient éduqués dans le même système. Oui. Malheureusement, chez nous, les parents sont éduqués dans un meilleur système que les enfants. Il y a une dégradation dans le système éducatif. Et ce qui fait que les parents, lorsqu'on le regarde sur les 50 dernières années, on voit que toujours les parents sont éduqués dans un meilleur système que leurs enfants. Mais raison de plus, c'est-à-dire que les parents détiennent les bonnes bases. Et pourquoi ne pas les inculquer à leurs enfants? Dans le tour, le problème, Même, je vous dirais, même sur le problème. plan vestimentaire, si on regarde des photos de l'Égypte autrefois, dans les années 50 ou dans les années 60, vous allez voir les rues, comment elles étaient, les gens, comment ils étaient habillés, la propreté des rues. C'est-à-dire que ça vient aussi un petit peu de la maison. Et surtout, comme vous l'avez dit, si les parents ont les bases et les grands-parents ont les bases, autant les inculquer. On revient au problème de la vie quotidienne. La vie est devenue très dure. Vous avez les parents qui travaillent, un ou deux travaillent. Avant, les parents, à 3 heures, il est à la maison. Maintenant, le père, il sort d'un travail pour un deuxième, pour un troisième. Oui, La mais relation, ça, ce sont des petites choses. Et je veux dire à leurs enfants de ne rien jeter dans la rue, de se laver les mains avant de manger, de débarrasser la table après avoir mangé. Je veux dire, c'est vraiment des choses minimes, mais qui feront une différence, comme la maîtresse dirait aux élèves, par exemple, à l'école, de remettre leur chaise à sa place et de ramasser leurs affaires avant de sortir, aller à la récréation. Pourquoi on ne dit plus de petites choses qui feraient vraiment une grande différence? Je ne peux pas vous dire la recette, mais je parle de ce que je sens. En fait, je sens qu'il n'y a pas de communication entre les gens actuellement. Deuxièmement, avant, l'éducation, c'était basé sur deux choses. La famille, l'école et les médias étaient un peu éducatifs. La société peut-être La société, et maintenant, je vois que les médias n'est pas éducatif. Et la famille sont occupés par les besoins de la vie parce qu'il y a une course de la vie quotidienne qui fait que chacun il est occupé par autre chose. Et les professeurs ne sont plus les mêmes. Les professeurs ne sont plus les mêmes. Et la différence de professeurs, je vous donne 2 exemples. Et ben, c'est avec moi aussi, je ne sais pas raconter. Moi, dans l'école secondaire au bac, dans les bacs, j'écrivais, moi j'aime toujours écrire des poèmes, toujours toute ma vie, je fais ça. Nous avions le professeur de langue arabe, je me rappelle son nom maintenant, et et je finis les classes, après ça je vais à mon professeur de langue arabe, voilà, j'ai écrivé ça. Elle me révise, elle me corrige, elle me fait ça. C'était pas en partie de les leçons. Vous voyez, mais c'est une partie de la langue arabe qui l'enseigne. Oui. Mais elle a fini sa classe. Et il faut qu'elle retourne à sa maison, il faut qu'elle retourne à ses enfants. Non, elle passait son temps à regarder ce que j'avais fait. Un autre exemple, j'avais un étudiant qui faisait son magistère. On a fini le magistère, on faisait un parti avec l'ensemble de mes étudiants. Et moi, je disais, écoute, ton magistère, tu as pris 3 ans. Et pour le doctorat, il faut qu'on fasse assez vite. Vous savez ce qui s'est passé? Sa femme qui était assise, elle a crié sur moi. Elle me dit, mais comment on va compléter notre appartement? Elle veut qu'il travaille. Parce que lui, il donne des leçons privées pour les élèves. Il donnait des leçons privées. Les leçons privées lui donnent un revenu très, très important. Donc, il ne voulait pas finir son doctorat simplement pour continuer à faire des leçons privées. Oui. Voilà. Les leçons privées sont devenues... L'introduction d'argent dans l'éducation, c'était vraiment une chose horrible, horrible. Le professeur, avant, on regardait le professeur comme un dieu. Mais maintenant, le professeur que je lui donne d'argent, comment je vais le respecter? Comment l'enfant va respecter un professeur qui, à la fin de la leçon, il sort d'argent pour lui donner? Donc là, vous parlez des salaires des enseignants. Salaire des enseignants. Mais même avant, les salaires des enseignants. Oui, mais les salaires des enseignants avant, ils n'étaient pas grands non plus. Ils n'étaient pas grands. Mais les enseignants dans le quartier
était très respectueux. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui a fait cette chute? Parce que lui, il était une personne, il donnait un message. Il avait son valeur, il avait une dignité. Mais maintenant, un enseignant qui cherche qui. J'ai entendu parler qu'un professeur, un enseignant entré dans la classe, et dans la première classe de l'année, elle dit aux enfants, écoutez mes enfants, moi je vais me préparer à me marier. Directement, clairement. Donc, l'introduction des leçons privées, c'est un cancer qui est entré dans le système éducatif mais égyptien. justement, ça va de pair avec la réforme de l'éducation primaire maintenant. Parce que ce nouveau système, il est basé beaucoup plus sur la créativité et sur les activités, beaucoup plus que sur le fait d'apprendre par cœur. D'où l'abolissement des leçons privées. Ils ne peuvent pas avoir lieu avec ça. J'espère, parce que je crois que traiter le problème des leçons privées, il ne va pas être facile. Il ne va pas être facile du tout. Mais c'est les parents aussi qui doivent changer de mentalité. C'est-à-dire tous les enfants ne doivent pas absolument être les premiers. Chaque enfant est bon à faire quelque chose. Les parents doivent découvrir et l'aider à développer ce talent. Et l'école, la même chose. Tous les enfants ne peuvent pas être les premiers. Ne croyez pas que ça seulement. Non. Il y a des écoles dans lesquelles le professeur ne vient pas. Il ne vient pas. On le dit aux enfants, ne venez pas. Il n'y a pas d'absentéisme. Avant, si vous retardez 5 minutes, il faut amener le parent, des choses comme ça. Maintenant, oui, il y a des justement, qu'on dit qu'il ne faut pas venir. Si ça arrive. Mais je sais que l'actuel ministre est très vigilant pour ça maintenant. Mais disons, si ça arrive, qui doit se plaindre et qui doit parler? Les parents. C'est-à-dire que moi, si mon enfant est dans une école et que l'école me dit non, voyez pas l'enfant, je ne vais pas me taire, je ne vais sûrement pas me taire. C'est-à-dire que là, les parents, ils doivent comprendre qu'eux aussi, ils ont vraiment un rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Ils doivent lire avec leurs enfants, discuter. Il y a un rôle à montrer par les médias. Il y a un grand rôle aux médias de faire apprendre aux gens ce qu'il faut faire. Parce qu'on peut faire de réforme à notre réforme, et ça va échouer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tous les angles du triangle pédagogique doivent vraiment fonctionner ensemble. L'enfant, l'école et la société. Bon, en retournant maintenant pour le plan de réforme éducative, il y avait un quatrième point très important. Le quatrième point, à mon avis, c'est vraiment la chose les plus essentielle. C'est l'école technologique. L'école technologique. Parce que tout le monde de l'EPI ne peut pas être ingénieur, tout le monde ne peut pas être médecin. Nous avons besoin de bons ouvriers, de bons spécialistes de main-d'œuvre. Et ça, c'est un capital très important. Et c'est le quatrième point de réforme éducative. Et on voit que cette planning, il a eu pas mal de... On sent qu'il a l'espoir dans ce planning par les témoignages extérieurs. La Banque mondiale a témoigné pour cette réforme. Et là même, je crois qu'ils ont mis $1,5 milliard pour aider à développer sa réforme, sa éducation. Espérons bien que ça va apporter ses fruits. Docteur Mohamed Nasr, vous êtes professeur de génie nucléaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une édition de direct et un nouveau collègue.